Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, comme je le dis là, depuis quelques épisodes déjà, là, on approche de la fin d'année, donc toujours en décembre, on va vous faire un autre épisode qui va être assez intéressant, là, deux sujets classiques, là, le haut son de la cloche est dans vos poches, mais un peu comme celui de la semaine passée, là, on revient un peu plus sur des cas ou sur des analyses de compagnie un peu plus, Donc comme vous notre... avez très apprécié. Là. Voilà, et puis c'est notre avant-dernier sujet en fait de la première saison en fait de l'état financier. Effectivement. J'ai pas encore déterminé si d'ailleurs ça allait être des saisons par année Effectivement, anniversaire ou calendrier, c'est pas très grave. Parce qu'on a commencé quand même là, au courant de l'été, il faut dire. Là, ça fait déjà quand même plusieurs mois. Ça paraît pas, là, mais c'est plus Non, plus de 25e épisode. Je sais même plus on est rendu à quel numéro. On est rendu au 25e si je me souviens Peut-être même bien. le 26e. Bref, tout ça pour dire que c'est assez constant, mais on a de très bons sujets pour vous. Et toujours, avant d'entamer les sujets, qu'est-ce qu'on fait? Je vais laisser à Gab la parole là, pour le petit disclaimer. Pour le disclaimer, évidemment. N'oubliez pas, comme toujours, je le répète de semaine en semaine, puis JP aussi, que évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast L'État financier, il s'agit toujours de notre opinion personnelle, ça ne reflète que notre opinion d'ailleurs au passant, ça n'est en aucun cas une recommandation officielle pour tel ou tel placement ou telle stratégie. On vous invite toujours à prendre contact à une personne avec à un spécialiste, que ce soit un spécialiste en financement, un spécialiste en placement, etc. Quiconque, entre guillemets, est autorisé aussi à pouvoir vous émettre des recommandations dans votre pays où vous vous trouvez. Voilà. Exactement. Donc, amorçons ça en force avec le segment Au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet, encore une fois, là, est d'actualité, mais on revient un peu sur notre contexte de compagnie. On veut parler d'Airbnb qui a fait un appel, son premier appel public à l'épargne, l'entrée en bourse à New York, le jeudi 10 décembre dernier. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est parler un petit peu là, de cette compagnie-là, également ce que cette compagnie-là a fait en cette année 2020, là, qui était une année assez complexe pour ce genre de compagnie dans l'économie du partage. Ouais, on pourrait penser que c'est vraiment la pire année pour se lancer. Puis, comment dire, c'est vrai que c'est un business vraiment passionnant. C'est pour ça qu'on voulait, JP et moi, vous en parler aujourd'hui. Exactement. Airbnb, je pense que vous connaissez tous, puisque c'est quasiment, je crois qu'il y a au total, comment dire, dans le monde, il y a quasiment 1 milliard d'utilisateurs là, d'Airbnb. C'est un site qui est extrêmement... Exactement. En fait, c'est 825 millions de clients officiellement, 4 millions d'autres, effectivement, selon les dernières statistiques là, pour Airbnb à travers le monde, effectivement. Voilà, donc c'est pour vous dire que il y a comment dire, énormément de propriétés qui sont disponibles sur Airbnb. Puis, bon, vous connaissez tous le concept, là, je pense que le bed and breakfast à l'origine, c'est d'habiter chez l'habitant, en gros pour dormir chez l'habitant durant la nuit, puis d'avoir le breakfast le matin. Donc, exactement. À l'origine, c'est ça où c'est drôle, c'est que Airbnb, si vous ne le savez pas, ça vient en fait du fondateur, je me souviens plus de son nom malheureusement. En fait, c'est en 2007, c'était M. Brian Chesky et Joe Gebbia qui ont effectivement lancé ça en 2007. Et puis en fait, leur expérience qui a fondé Airbnb, c'est que ils ont demandé à habiter chez un type pendant la nuit sur un matelas pneumatique. Donc c'est pour ça que ça vient Air, comme matelas gonflable en fait. Exactement. Alors c'est ça qui est assez drôle. Puis aujourd'hui, évidemment, c'est, je pense, le premier site de réservation dans le monde de location chez l'habitant. Là. Absolument, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est 2007, le concept a commencé. En 2008, je me trompe pas, c'est là où il y a eu quelqu'un dans le domaine IT, là, il y a un développeur là, qui s'est joint aux deux fondateurs initiaux pour lancer Airbnb officiellement, là, la plateforme web. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que 2008 était quelle année? On en a parlé dans un dernier épisode, mais c'était une crise financière. Et qui dit crise financière dit il y avait quand même des déplacements qui se faisaient, il y avait quand même du tourisme qui se faisait, mais les personnes n'avaient pas autant de budget pour se payer de l'hôtellerie, là, les bons vieux grandes compagnies, grandes marques d'hébergement. On n'avait pas autant de budget que ça. Et donc, Airbnb a vraiment été lancé dans une période qui était incroyable parce que le monde pouvait effectivement avoir, d'un côté, pour les locataires, donc de dire je vais aller rester à une place quand je suis en voyage d'affaires pour bien moins cher que si j'allais à l'hôtel, et pour les personnes qui étaient propriétaires ou qui mettaient leur logement sur la plateforme, ils pouvaient faire un petit peu de revenus sur le côté quand c'était des temps un petit peu difficiles financièrement. Donc ça a été vraiment une envolée très rapide pour la compagnie à partir de 2008, a vraiment, comme on a dit, modifié et a fait un choc dans le domaine de l'hébergement à l'échelle mondiale. C'est devenu un compétiteur vraiment majeur pour les compagnies établies.
Également, ce qui est important de mentionner sur Airbnb, c'est qu'il faut rappeler que les premières années ont été des clashs à peu près complets avec la majorité des pays dans lesquels ça a été développé, parce un peu comme Uber, qui est une autre compagnie dans le domaine de l'économie de partage. Très similaire, en fait. Très similaire, effectivement. Il y a eu beaucoup de batailles légales envers toutes les formes de paliers de gouvernement, là, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des provinces ou des États, là, si on parle dans le schéma nord-américain, ou même auprès des villes, et même, moi-même étant nouvellement propriétaire, là, même au niveau des conseils ou des regroupements de copropriétaires, là, de syndicats de copropriété dans des condos, là, il y a eu des batailles légales énormes. Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement, le concept d'Airbnb, c'est vrai que pour le locateur, parce qu'on appelle ça un locateur, quelqu'un qui loue son appartement, il va être, d'aller générer un petit revenu supplémentaire. Pour Airbnb, à l'origine, puis moi-même, étant moi-même client de Airbnb souvent, moi, je veux dire, j'aurais jamais, je pense, le budget pour aller à l'hôtel en tant que jeune pro. Moi, je trouve que c'est assez exubérant, même de nos jours. Je te donne un exemple, par exemple. La dernière fois que je suis allé à New York, il n'y a pas une chambre d'hôtel à moins de 280-300 $ américains. Effectivement, là. Sauf si on la partage avec un groupe de personnes. Voilà, qu'on maximise chaque pied carré. Voilà, ou soit tu te retrouves dans les espèces de, comme j'ai débuté d'ailleurs à Montréal, là, quand c'était en auberge de jeunesse, là, puis... C'est une expérience. C'est une expérience probablement que je regrette pas, mais c'est une expérience entre guillemets où quand même tu dors dans des conditions que je trouve un peu compliquées. Là, on va pas se le cacher. Effectivement, c'est pas le confort absolu. Moi aussi j'ai eu des belles expériences dans mon temps en tant qu'étudiant étranger en Europe. Là, j'avoue qu'une bonne histoire, et ça on passera les détails, mais en Irlande où on avait 24 personnes dans des lits à 2 étages dans une pièce. Où t'as la moitié des gens qui puent des pieds. Enfin bref, c'est un peu entre guillemets quand même cheapos. Alors c'est vrai que l'alternative d'Airbnb quand même est un bon juste milieu entre le high-end hôtel et le bas de gamme. Exactement. Puis souvent il y a des Airbnb ou des bed and breakfast, plus généralement, parce qu'en fait ce n'est qu'une extension en fait du bed and breakfast, mais avec une jolie plateforme, etc. Puis le but vraiment, tout ça, c'est que l'habitant il fasse, parce qu'on va pas se le cacher, en plus le prix des loyers augmente de manière significative, surtout dans les grandes villes. Alors c'est une façon aussi pour les gens de payer leur loyer, de subvenir un peu à leurs dépenses en faisant pas grand chose, en logeant quelqu'un, etc. Alors je trouve que le concept est bon, en fait, est vraiment bon. Puis je pense pour des personnes de tous âges et de tous horizons, c'est un concept génial, quoi, parce que ça te permet de louer même par exemple un chalet. Nous c'est très populaire ça, ici au Québec, de louer des chalets. Puis c'est vrai que des fois là faut soit prendre des locations de longue durée, etc. pour l'été, et c'est vrai que c'est très très cher. Alors l'idée c'est juste d'aller réserver un week-end, puis ça peut vous prendre 2 clics, et vous pouvez même inviter vos amis, etc. pour splitter la facture commune. Exactement, etc. Ça permet d'avoir beaucoup plus de choix d'une certaine manière, parce que par rapport à on va s'entendre tout le domaine de l'hôtellerie ou de l'hébergement régulier, là, c'est souvent dans le même secteur. Ils vont se faire concurrence sur le même coin de rue à peu près. Là, c'est très rare dans une ville qui va avoir une grande disparité au niveau de où est-ce qu'on peut avoir des hôtels. Alors que lorsque c'est du Airbnb, là, on peut avoir du choix à peu près n'importe où. Là, on le ferait l'exercice aujourd'hui à Montréal, puis on peut être dans n'importe quel coin de Montréal, peu importe où on voudrait être où. Le Canada étant très large, c'est la même chose. Gab, là, tu l'as dit au niveau des chalets. Au Québec, là, si je veux avoir un chalet qui n'est pas par Airbnb, souvent ça va passer par des complexes ou des compagnies, mais je veux dire, ils vont avoir un lot à quelque part au Québec, mais c'est pas nécessairement le coin le plus intéressant. Voilà. Si on veut vraiment aller dans le bois au Québec, quoi de mieux que de prendre un Airbnb d'un propriétaire qui est installé dans le fin fond de nulle part. Oui, exact. Puis c'est vrai que c'est là où on en vient avec l'aspect, on va dire, un peu plus critique que les gens ont d'Airbnb. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour les voyageurs, pour les autres, je veux dire, c'est un système qui est extraordinaire. C'est sûr que les habitants, ils regrettent qu'effectivement ce genre de système, déjà premièrement, ça nuit au confort de vie, tu l'as mentionné, là, puis je vois par exemple dans le genre de résidence où tu as acheté, c'est vrai que ça peut être dérangeant, entre guillemets, que tous les jours tu aies des types différents, des allers-retours. Absolument. Je sais que même, des fois, il y avait des lockers sur les entrées, les entrées. Les clés, Voilà, un peu comme sur le pont, le pont avec les cadenas à Paris. À Paris, absolument. Je me souviens plus du nom, là, je pense que c'est le pont des Arts, en tout cas, c'est pas très grave. Mais tu vois, où il y a des fois, il y a plein de cadenas, etc. Où il y a des villes où justement, les voisins se font déranger pour dire « Ah oui, c'est là mon Airbnb. » C'est parce que j'ai pas de rapport avec... vous êtes en train de me déranger. Appelez votre hôte, puis il va vous le dire. C'est pas à moi de... Je suis pas réceptionniste. Alors, depuis, par exemple, pour les complets... Je sais que par exemple maintenant il y avait même des tours en centre-ville qui étaient complètement inoccupées en fait,
parce que tu n'as que du Airbnb. Donc, tu as des gens qui viennent puis qui passent leur temps en fait à louer l'appartement. Donc, ça peut être un peu gênant par rapport à des locataires de longue durée. Exactement. C'est un peu désagréable pour le voisinage et c'est un petit peu la base de toute la problématique légale justement de Airbnb. C'est vraiment c'est sur ce fondement-là, le fait que ça avait un impact et entre guillemets, là, ça baissait la qualité de vie des propriétaires ou des personnes. Puis ça faisait de la spéculation aussi immobilière énorme, où il y a des gens l'été disent ah oui, on va acheter pour que l'été on puisse le louer en Airbnb. Mais c'est parce que ça contribue indirectement dans les villes à faire grimper les prix et à rendre indirectement aussi l'Airbnb très, très dispendieux par rapport à ce que c'est réellement. Le bon exemple, c'est par exemple New York. C'est que même quand même aujourd'hui, c'est rendu pareil de plus en plus cher de se louer à New York, de louer une chambre microscopique à New York. Là. Moi, je me souviens, même j'avais pas trop, elle était très bien la dernière fois que je suis venu là, ma chambre là, mais c'est quand même $70 américains pour juste un lit, là. Puis pas à Manhattan là. Donc tu te dis c'est quand même assez cher. Mais c'est vrai que pour un jeune pro, ça fait le travail et puis je pense que t'es juste là pour dormir là. Mais bon, c'est le concept quand même. C'est vrai que dans la plupart des villes, le problème, c'est que ça contribue à la spéculation immobilière en fait. Exactement. Et ça peut être une problématique. C'est sûr, si on revient plus dans les chiffres effectivement financiers, Airbnb, c'est comme on l'a dit, premier site de réservation mondial de sites. J'avais oublié évidemment les hôteliers ils sont pas contents parce qu'on vient jouer dans la cour des grands, là, on vient jouer dans la cour des hôteliers, puis on va pas se le cacher, il y a un peu de lobbyisme aussi. Les chambres du tourisme, etc. sont pas très contentes. Absolument. Alors il y a toutes ces problématiques là qui peuvent être engendrées. Là. Absolument, donc c'est rendu bien plus gros, comme tu l'as dit, là, que les Booking.com, que les Hotels.com, là, les grands sites pour l'hébergement classique, entre guillemets, si on peut le dire. Là. C'est ce qui rend Airbnb si majeur. Et comme tu as dit, pour ramener ça plus au niveau financier, ce qui est particulier avec Airbnb, c'est le fait qu'encore une fois, on le dit, c'est l'économie du partage. Et et ça, c'est pas tout à fait véridique, mais qu'est-ce qui qualifie présentement l'économie du partage à l'échelle internationale et sur les marchés comme Uber et compagnie, c'est souvent le fait que la rentabilité de ces compagnies-là n'est pas nécessairement présente avant justement le sujet qu'on veut faire aujourd'hui, le premier appel public à l'épargne. Et Airbnb n'était pas à l'abri de ça. Airbnb, en fait, techniquement, n'ont jamais eu de trimestre rentable depuis leur début d'opération. Les seuls moments où cette compagnie-là était capable de faire des mois consécutifs rentables, c'était durant la période estivale, si je ne me trompe pas, depuis 2018 que Airbnb est en mesure de rapporter, d'être rentable pendant cette période-là, mais encore une fois, c'est pas un exercice financier complet. Et c'est ce qui a amené en cette année 2020 un contexte un peu particulier parce que, comme je dis, le premier appel public à l'épargne a eu lieu, le IPO en anglais a eu lieu le 10 décembre. Mais Airbnb n'a pas eu une année facile du tout, là, bien évidemment. Qui dit problème un peu pandémique 1, donc ça entraîne pas mal de complications pour de l'hébergement de courte durée, là, juste les règles sanitaires lorsqu'on n'est pas dans un contexte où c'est des chaînes d'hébergement, mais c'est de propriétaires à occupants temporaires. Déjà là, c'était une belle paire de manches que Airbnb a dû traiter. Et il y a également le fait de dire il n'y avait plus de transport, il y avait beaucoup moins de tourisme, il y avait beaucoup moins également de sous que les personnes voulaient mettre dans ce genre d'hébergement-là. Et donc leur performance là, était vraiment très difficile alors que la compagnie était encore privée. Mais ça n'a pas changé les plans tout de même de l'année 2020 le but était de partir sur les marchés, d'aller obtenir du financement dans un premier appel. Et c'est ce qui est assez impressionnant, puis c'est peut-être ça qu'on peut parler maintenant, c'est de dire malgré l'année difficile, le premier appel a été vraiment impressionnant. Là. Les résultats du 10 décembre, je crois, moi personnellement, je n'aurais pas pensé ça du tout. De ce que j'ai lu, entre guillemets, au niveau des analystes, c'était pas tant attendu que ça non plus, cette effervescence-là, cette popularité-là pour le titre lors de la première séance. Là, pour vous donner une idée, là, à la base, le but de Airbnb était de partir dans une fourchette de prix, là, de faire leur appel entre $44 US et $50 US. Et ils ont décidé, là, avant jeudi, je crois que c'était même le mardi 8 décembre, de dire, mais finalement, on semble voir qu'il y a vraiment un fort intérêt. On va changer la braquette, là, l'intervalle. Départ, ouais. Plutôt qu'être entre 44 et 50, on va mettre ça entre 56 et 60. Ce qui veut quand même dire, ça va bien partir. C'est parti à 60, en fait. C'est absolument. Ça puis, alors, c'est là où, justement, je mettrais peut-être mon commentaire, entre guillemets, un peu pessimiste dans l'adéquation. Il faut bien se souvenir que plus le prix de l'action est élevé au départ, c'est-à-dire avant le début de la séance, plus Airbnb va lever de l'argent.
Donc je dirais tout en diluant son capital de manière faible. En gros, c'est que on s'explique, c'est qu'imaginons, comment dire, c'est comme si vous achetiez une tarte des tranches d'une pizza par exemple chez un marchand, là, donc chez votre pizzaiolo du quartier. Ben, c'est comme si vous aviez le choix entre guillemets entre une pizza qui a juste une margherita toute simple ou une pizza comment dire avec 4 fromages. L'idée, c'est de se dire bon, là Airbnb n'a levé qu'une margherita alors qu'il aurait pu avoir pour le même prix en fait la fameuse 4 fromages. Donc c'est un peu ça l'idée, mais ça reste toujours deux parts entre guillemets. Donc l'idée c'est que quand même ils auraient pu lever à $120 très facilement l'argent, donc ils auraient pu avoir plus d'argent tout en gardant le même nombre de parts entre guillemets. Donc je dirais c'est la seule déception, je dirais. Après ça fait quand même de bon augure, c'est une bonne publicité de dire que ton IPO a fait 100% la première journée. Là. Exactement. Ils ont émis officiellement 50 millions d'actions, de nouvelles actions. Il y en avait 51,6. Il y avait une partie également qui était des actions de capital privé là, qui étaient déjà détenues effectivement par les employés actuels ou par les propriétaires actuels. Et effectivement, comme tu l'as dit, le rendement officiellement a été de 112,81% dans la première journée uniquement. Le lancement effectivement a été à $68 US finalement et la clôture était à 144,71 avec une hausse de performance à 115. Donc 112,81. Plus de x2. Quoi, exactement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. La valorisation est à peu près à 100 milliards, si je ne me trompe pas, là, aux alentours de post-IPO, dans les journées suivant l'IPO, donc à peu près 100 milliards de dollars déjà de valorisation pour Airbnb. Pour les intéressés, le ticker sur le Nasdaq est ABNB, là, donc ils ont effectivement pu obtenir un ticker qui est assez pertinent avec leur nom de compagnie, ce qu'on essaye souvent de faire là, dans ce domaine-là, mais effectivement, ça a été un appel public qui a été impressionnant et c'est un petit peu ça le sujet de 2020, c'est de dire, il y a eu quand même, malgré il y a eu un moratoire là, pendant la période très volatile des marchés où il n'y avait pas vraiment beaucoup de premiers appels publics à l'épargne sur la bourse à Wall Street. Oui, ça faisait un bout, effectivement, qu'il n'y en avait pas eu. Exactement, mais les fameuses licornes, là, dans le domaine de la tech, il y a quand même eu des lancements. Il y a eu DoorDash également qui était dans la même période, qui a aussi fait une énorme performance également. On voit qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment un intérêt très important pour ces compagnies-là, et particulièrement en 2020 où le contexte est très particulier, mais de voir cette performance-là majeure montre que il y a beaucoup de monde dans les marchés. Encore une fois, on en a parlé un petit peu dans le dernier épisode sur Tesla. Là, il y a beaucoup de connaisseurs et il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas, mais qui ont de l'épargne de côté par le fait que leurs dépenses ont chuté drastiquement, là, vu qu'on était tous pris dans nos pays respectifs. Ça montre un peu un fort intérêt. Là. Oui, et puis c'est sûr que effectivement en 2020, il n'y en a pas eu beaucoup des IPO. Là. Évidemment, le marché a été un peu plus, entre guillemets... aussi, c'est beaucoup plus difficile, je pense, pour les firmes d'investment banking de travailler à distance, surtout sur ce genre de deal important. Faut se dire aussi que c'est vrai qu'on arrive dans une phase, entre guillemets, où les tech, donc ce que tu appelles les unicorns, là, mais les espèces de... gros, les fers de lance de l'industrie technologique commencent à devenir être un peu plus à maturité. Je sais que l'année dernière, il y a eu Uber qui est rentré à la bourse. Il y a eu, je sais même pas si c'est cette année. Là. Il y avait Uber, il y a eu Lyft, si je ne me trompe pas les deux. Uber, Lyft, Dropbox, Spotify aussi, qui sont allés progressivement sur les marchés. Alors, je suis quasiment sûr maintenant que quand vous ouvrez votre téléphone, là, j'ai mon iPhone devant les mains, la plupart des applications que j'utilise sont des entreprises publiques ou sont détenues par des entreprises publiques. Ouais. Exemple, LinkedIn, Reddit, c'est pas encore, Instagram, Twitter, Discord, etc. Tout ceci appartient, la plupart, en tout cas, appartiennent à des entreprises publiques parce qu'elles sont, ça commence à être à maturité. C'est le marché de la technologie, on commence à arriver à des choses qui sont, tu l'as bien mentionné, JP, en cours d'acquisition de rentabilité. C'est sûr qu'il y a encore de la difficulté, puis le bon point, Airbnb ou même par exemple Uber sont encore des entreprises, ou même DoorDash, c'est un excellent exemple, sont des entreprises qui ont encore beaucoup de mal à faire de l'argent. Vous voyez probablement, dans les villes, justement, quand vous arrivez, souvent c'est devant le métro, là, ça me fait rire ça souvent, t'as des types qui distribuent des coupons DoorDash, t'as $10 gratuits. Penser que c'est gratuit, et non, ça leur coûte très très cher. Exactement. Puis comme je dis, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir justement, puis c'est un peu ce qu'on a parlé tout le long, là, la valorisation des premiers appels publics à l'épargne des compagnies dans l'économie du partage. L'économie du partage qui est très 2.0 là, au niveau des marchés, et c'est un plan d'affaires qui est quand même assez récent au niveau des grandes compagnies qu'on connaît.
mais l'économie du partage, de voir est-ce que ces compagnies-là qui sont publiques maintenant, là, et qui dit public, dit on se ramasse avec des obligations réglementaires, il faut qu'ils affichent le résultat publiquement, faut qu'il y ait des parutions là, de manière courante trimestrielle. Est-ce que ces compagnies-là vont survivre? Est-ce que c'est un engouement soudain? Mais lorsque ces compagnies-là vont devoir maintenant répondre d'actionnaires qui sont monsieur, madame, tout le monde d'une certaine manière, est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une performance qui va suivre? Parce que ces compagnies-là ne peuvent pas éternellement être déficitaires au niveau de leurs exercices. Exactement. Ça prend une performance qui fonctionne à un certain point. Oui, puis l'actionnariat, c'est vrai que l'actionnariat public implique, tu l'as bien mentionné, JP, en gros un cadre réglementaire beaucoup plus restreint, mais je dirais aussi un cadre, entre guillemets, aussi de travail qui permet beaucoup moins l'innovation. C'est pour ça que la plupart des startups, justement, de nos jours, elles préfèrent démarrer petit. C'est vraiment lorsqu'ils ont besoin d'avoir une source de capital massive et qu'ils vont faire un premier appel public à l'épargne. C'est pas nécessairement une volonté rapide. Exact, ou que tu veux que les actionnaires précédents, ils se repayent, parce que je te donne un exemple, par exemple, le bon exemple que j'ai, par exemple, c'est avec Facebook. Facebook, au début, l'un des premiers actionnaires, c'était monsieur Peter Thiel. Aujourd'hui, Peter Thiel, il possède plus grand-chose de Facebook, parce qu'il a quasiment tout liquidé. Parce que c'est assez contraignant d'avoir de l'argent, mais sous forme d'actions. Entre guillemets, c'est juste un bout de papier, en fait, fondamentalement, même si en réalité, c'est tout un système économique. Mais c'est toujours mieux d'avoir 1 milliard en argent qu'1 milliard en actions. Alors, tu vois, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ça permet aussi aux investisseurs de départ de progressivement pouvoir se sortir en fait, de leur investissement. Probablement, Airbnb, il s'agit très probablement de fonds de venture capital, donc ce sont des fonds privés spécialisés justement dans le développement de nouvelles compagnies ou de nouvelles compagnies en fait, de technologie, de l'information, etc. Donc, c'est l'idée vraiment d'un pape. Puis il n'y a pas de jeu de mots à faire avec Monsieur François. L'idée, encore une fois, c'est vraiment, donc d'un IPO, c'est vraiment de créer de la liquidité, répondre aux attentes des investisseurs, puis commencer, entre guillemets, à mettre la cravate autour de la chemise. C'est de se dire, bon, maintenant on est une entreprise sérieuse, on tient nos actionnaires, on est là pour faire de l'argent fondamentalement. Exactement. De manière ouverte et transparente. Donc on vous invite à suivre effectivement la performance d'Airbnb là, dans les prochains mois, les prochaines années, mais effectivement ça va être une belle compagnie. Là. C'est le fun d'avoir ce genre de performance-là en IPO, mais effectivement là, à suivre sur la performance future de la compagnie. Donc passons maintenant à notre deuxième segment, dans vos poches. Parfait. Donc, notre sujet, là, un petit peu plus finances personnelles, mais encore une fois, on va rester... Je crois que c'est ça qu'on a fait aussi la semaine passée. Là. Un peu en mode marché, mais un peu pour, encore une fois, là, pour les intéresser là, à mieux comprendre comment est-ce que leurs fonds sont gérés si vous investissez là, par l'entremise d'institutions financières ou bien si vous gérez vous-même vos fonds sur des plateformes de courtage. C'est d'avoir un concept clé là, qui est important de comprendre dans le fonctionnement des marchés, qui est l'efficience des marchés. C'est une théorie là, assez intéressante qu'on voit dans les écoles de commerce là, à travers le monde, mais qui est une forme d'idéal, mais qui est très pertinent pour comprendre un petit peu la logique d'un autre sujet qu'on a parlé, là, qui est les délits d'initiés. Mais je vais laisser peut-être Gab faire un petit topo initial là, sur cette théorie d'un grand théoricien financier. Oui, ben, c'est un concept en fait, qui a été... donné par monsieur Eugene Fama, qui était un professeur, je crois, qui était au MIT, si je me souviens bien. Exactement. Concept datant de 70, quand même, 1970 seulement. Voilà. Donc, il faut se rendre compte que la science de la finance est quand même relativement récent, en fait. C'est sûr qu'on peut se baser, effectivement, l'économie a beaucoup inspiré, toutes les théories, théories économiques, la théorie classique, etc., ou les théories modernes, le néoclassicisme, etc., ont beaucoup inspiré les théoriciens de la finance, mais Eugene Fama, je pense, est un des plus grands financiers théoriques, encore une fois, là, qu'il ait existé sur cette planète. Le concept d'efficience des marchés, tu l'as bien dit, JP, c'est sûr que c'est un concept, encore une fois, théorique, mais qui peut s'appliquer dans plusieurs, en fait, sphères de la finance. L'idée, c'est de comprendre qu'un marché, il est défini comme étant efficient quand il incorpore l'ensemble de l'information disponible. Ça, c'est la définition. L'information, par information, on entend quoi ? On entend l'information historique sur les prix, on entend aussi l'information publique, donc c'est-à-dire les nouvelles, etc. Ce que vous voyez par exemple sur Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance, enfin bref, toutes les
les sources de presse, l'AFP, etc., ou comment on appelle l'agence là, aux États-Unis, là, je me souviens plus là. Ah oui, c'est vrai, Associated Press. Puis l'idée, comment dire, c'est que toutes ces informations-là sont des informations publiques, c'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès. Et aussi l'information privilégiée. Alors là, vous vous souvenez, l'information privilégiée, on en avait parlé dans l'épisode sur le délit d'initié, si tu te souviens, JP. L'information privilégiée, c'est de l'information qui est détenue par des personnes qui sont dites initiées. Donc souvent, c'est des gros actionnaires, les gestionnaires des compagnies qui ont accès à plus d'informations que le commun des mortels. Effectivement, un bon exemple, là, et c'est ce qui était récent, c'était Pfizer-BioNTech. Le lundi, c'est annoncé publiquement, lundi matin, je ne me trompe pas, qu'ils ont un vaccin, mais le CEO le savait depuis le dimanche soir, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc c'était une information qui, avant de devenir publique, était effectivement une information privilégiée. Et on ne va pas retomber sur la logique de pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas transiger à ce moment-là. Là, ça, c'est le concept du délit d'initié, bien évidemment. Mais effectivement, c'est l'efficience des marchés, puis tu l'as dit, Gab, là, et c'est la même chose que M. Fama avait mentionné. C'est quand même quelque chose qui est difficile de fixer. T'sais, comment définir l'efficience des marchés? C'est un concept que même lui n'a pas... Il y avait une gradation qui existe, mais encore là, il n'y a pas de manière quantitative. Forte, semi-forte, faible. Exactement, Si qui étaient les différentes mesures, mais ça reste très approximatif parce qu'un marché n'est pas quelque chose qui est définissable facilement. T'sais, la disponibilité d'informations techniquement sur l'ensemble des compagnies publiques, avec l'ensemble des informations disponibles, c'est pas facile de définir, encore une fois, qu'est-ce qui peut être pertinent ou non, ou est-ce qu'on est dans un marché efficient ou non. Encore une fois, l'efficience parfaite, l'efficience absolue, là, où tout investisseur est en connaissance de l'ensemble des informations pertinentes sur tout le marché au sens large, n'est pas quelque chose d'atteignable. C'est un concept qui, encore une fois, rien n'est impossible, on me dira, mais je ne croirais pas que c'est possible. Oui, et puis Fama, quand même, dans ses esquisses, quand même, il avait quand même défini, entre guillemets, que l'efficience actuelle des marchés, elle peut être considérée comme semi-forte. C'est pour ça que je vous l'ai dit précédemment. Pourquoi semi-forte? C'est-à-dire, ces trois échelles, en fait, elles définissent, en gros, qu'est-ce qui va, entre guillemets, à quel niveau on est rendu, fondamentalement. Une efficience forte, ça voudrait dire, en gros, que toute l'information est agglomérée. Or, on le sait, si le délit d'initié existe, ça veut dire que l'information privilégiée elle permet d'obtenir des meilleurs rendements. Donc, si ce concept-là s'applique, c'est sûr que là, rendu là, le concept, entre guillemets, de faire du délit d'initié va faire de l'argent, c'est sûr que le marché n'est pas tout à fait efficient, puisque sinon, personne n'en ferait. Si on ne ferait pas d'argent avec du délit d'initié, il n'y en aurait pas de délit d'initié. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est que le concept justement de l'efficience des marchés est interrelié avec le concept, entre guillemets, là, de capacité de battre le marché ou de générer de l'alpha, là, pour le terme plus financier. Mais c'est justement la base de tout. Dans un marché qui serait parfaitement efficient, techniquement, il n'y aurait personne qui serait capable de faire mieux que le rendement normal des marchés. Personne n'aurait d'opportunité d'aller faire plus. Ce qui, pour vous, là, techniquement, vient montrer que si vous gérez vous-même vos fonds, ou si quelqu'un gère vos fonds là, par l'entremise de fonds mutuels, par exemple dans une institution financière, la performance ne pourrait pas battre. Il n'y aurait pas de capacité pour la gestion active. Là, pour quelqu'un qui s'occupe de vos fonds ou vous-même, vous ne pourriez pas bénéficier d'un rendement plus élevé que ce que le marché pourrait faire. Ça serait identique si vous faisiez juste répliquer le marché en entier, ce qui ne se fait pas réellement. Ce qui est triste, c'est même de manière empirique. Puis Fama, entre guillemets, est l'un des premiers justement à démontrer ça. Surtout avec son collègue, son confrère French, peut-être qu'on élaborerait dans un peu plus tard, parce que c'est un peu plus complexe. De manière générale, en fait, les titres, en fait, de manière générale, avec de la gestion active, dans la plupart des études, il est démontré, en gros, que la gestion active ne donne pas de rendement particulièrement plus efficace que juste mettre de l'argent dans un fameux ETF. Ouais, sur une période continue de 20 ans, par exemple. C'est ça. Et puis je me souviens, on en avait parlé, c'est un débat, je dirais, c'est un peu comme Mario versus Sonic. Il y a des gens qui seront à fond dans la gestion active, il y a des gens qui croiront corps et âme à la gestion passive. Je pense que les deux, entre guillemets, ont toute leur pertinence, etc. On en avait déjà parlé sur le débat avec Thomas, fonds mutuels versus ETF, je me souviens. Mais qui rappelle effectivement, puis ça c'est l'aspect notoire là, de l'efficience des marchés, c'est que cette gestion-là, ce débat-là actif versus passif, là, au niveau de la gestion des fonds,
sur le temps, en général, les courbes sont assez identiques, là, d'une certaine manière. Voilà, la bonne, par contre, le concept qui, quand même, entre guillemets, a été démontré, encore une fois, par Fama, puis vous voyez toute la pertinence de cette analyse-là, c'est que grâce à l'efficience et théorie d'efficience des marchés, on est capable désormais de démontrer, puis ça va faire un point justement sur notre épisode de la semaine prochaine qu'on vous présentera, c'est sur la fameuse analyse technique. C'est puisque comme les marchés, on peut quand même faire de l'argent, on fait peu d'argent entre guillemets en provenant de la gestion active, puis on en fait quand même entre guillemets avec avec du délit d'initié. Le dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est sur l'historique de prix. Vous le savez, l'analyse technique est un espèce d'art entre guillemets qui consiste en gros à analyser des patterns, à analyser des courbes en fait fondamentalement. Des tendances passées pour prédire le futur. On en reparlera un peu plus en profondeur dans le prochain épisode, mais il est prouvé entre guillemets de manière scientifique et empirique encore une fois que justement l'analyse technique ne permet pas de générer des rendements supplémentaires. Donc quand vous voyez entre guillemets des crypto-traders ou des mecs qui montrent les secrets pour réussir à la bourse, tout ça c'est du vent, ça n'existe pas. C'est je vous dirais la meilleure façon entre guillemets encore une fois, c'est d'être patient, de savoir croire au marché au long terme, puis ça nous démarque aussi, ça nous démontre entre guillemets que acheter et vendre sans arrêt n'a pas d'intérêt sur le long terme. Avec la discussion, on va retomber sur le style valeur versus style croissance là, d'un des premiers épisodes si tu continues comme ça. Là. Mais effectivement, c'est d'être patient. Puis c'est un peu ça le concept également de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. L'efficience des marchés, important de comprendre c'est quoi. Mais encore une fois, ne vous en faites pas nécessairement en étant sur les marchés si vous entendez parler de cas justement de délai d'initié ou s'il y a de l'information qui n'est pas vraiment rendue publique dans des délais qui sont raisonnables. N'ayez pas de crainte. L'efficience des marchés, c'est bon à savoir, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et comme Gab l'a dit, que vous soyez dans un contexte de gestion active ou de gestion passive, dans le temps, vous allez réussir à faire quelque chose, peu importe la manière dont vos fonds sont gérés. Exactement, c'est vraiment un cadre philosophique là, rendu là. Bon, sûr, ça c'est pas notre champ d'expertise. À moins que tu aies, entre guillemets, entre-temps, JP... Mes cours de philosophie datent de quelques temps. Effectivement, la finance a pris le dessus, mais on salue tout le monde qui apprécie le Freud et compagnie. Ouais, c'est ça, mais c'est un cadre, entre guillemets, encore une fois, théorique, mais qui nous donne énormément de critères et puis d'outils objectifs, en fait, pour pouvoir comprendre en gros le fonctionnement des marchés. Effectivement, on a eu un bon fondement sur les développements de la conformité réglementaire au niveau des marchés financiers. Donc, c'est des réflexions qui ont été très pertinentes, effectivement, dans l'histoire de la finance. Exactement. Et encore une fois, c'est bon pour vous d'en comprendre davantage. C'est un peu la fin de ce concept-là. Encore une fois, c'est ce qu'on aime. Là, on fait des épisodes ou des segments dans vos poches un peu plus axés sur la compréhension des marchés, mais pour fin personnelle. Donc, encore une fois, si vous avez des questions un petit peu sur les concepts qu'on a abordés, n'hésitez pas à nous envoyer des points là, pour qu'on puisse se détailler davantage. Exactement. Écoutez le prochain épisode également, parce que ça va faire un lien quand même assez pertinent, comme Gab l'a dit, là, avec l'analyse technique qui est vraiment un concept très intéressant. Mais d'ici là, Gab, effectivement, là, comment conclure l'épisode aujourd'hui? Ah oui, c'est comme si tu crées une passe naturelle. Oubliez pas, donc c'est ça, comme vous a dit JP, si jamais vous avez des questions, vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire, puis sachez-le, on essaye de répondre à tout le monde, etc. Je sais que j'en ai reçu personnellement, t'as des gens qui m'ont envoyé des mails pour me poser des questions, etc. là-dessus, là. Puis à partager à vos proches, amis, connaissances. Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit, là. Puis à vous abonner à la chaîne, mettre les notifications aussi. Ça m'a pas mal frustré, honnêtement. Là, j'ai appris ça de JP, que sur Spotify, tu ne peux pas mettre de notification quand on reçoit un épisode. Effectivement. Alors, ça me fatigue un peu. Donc, si vous consultez tous les jours quasiment Spotify, ce que moi je fais personnellement, ça change pas grand-chose. Mais pour les gens qui n'écoutent juste... Pensez peut-être à une autre application. Là, je sais que Google Podcast, avec Apple Podcast aussi, on peut programmer du coup des notifications. Puis ça vous permet d'être alerté à chaque sortie d'épisode. Oh cool, 9h le matin, j'ai mon café qui sort.
je vais écouter l'état financier. Exactement. Donc, Et ça puis, peut être comme Gab l'a dit aussi, techniquement, c'est notre prochain épisode est le dernier de l'année et qu'on va probablement statuer comme étant la saison 1 là, du podcast L'État financier. Donc, qui dit saison 2 là, dès le début 2021, là, on va pas prendre de vacances de relâche du tout. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur la période de publication, si ça vous convient. On s'est basé sur le fait que les lundis étaient adéquats, mais on peut toujours le modifier pour mieux convenir à vos intérêts. Encore une fois, on le fait pour vous, on le fait pour que vous vous joigniez à notre discussion. Encore une fois, c'est ce qu'on fait couramment avec nos amis, de parler de finances. Donc on veut que ça vous convienne également dans votre... Oui, dans dernière annonce que j'ai à donner, je serai, comment dire, personnellement, JP sera pas là pour m'accompagner malheureusement, là, mais je serai sur YouTube, sur la chaîne d'un bon ami, un bon collègue d'ici quelques jours. Alors je vous invite à regarder sa page, ça s'appelle Locan, donc sur YouTube. Donc si vous voulez regarder et écouter, c'est un bon complément je pense au podcast. J'en ai prévu à peu près un épisode, c'est ça, d'une 30aine de minutes, plus sur des questions en fait, donc ce sera un peu comme la Q&A externe de l'état financier, là, mais avec une discussion, c'est similaire au format qu'on veut faire avec JP. Alors n'hésitez pas là, si vous allez regarder ça, puis toujours à partager si vous en êtes satisfait, c'est la meilleure façon de en tout cas nous encourager à faire notre contenu, et puis en tout cas je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde.